du grand Dostoïevski et surtout à l'occasion de la parution d'un nouveau livre d'une chercheuse, écrivaine mondialement connue, Julia Kristeva. Je pense que vous la connaissez tout le monde, donc pas la peine de la présenter. Non, quand même la peine de la présenter. Je vais vous dire. Grand officier de la Légion d'honneur, docteur honoris causa de nombreuses universités, lauréate de nombreux prix littéraires, qui présente aujourd'hui son nouveau livre, Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage. Je remercie Madame Kristeva d'avoir accepté cette invitation. Je remercie également l'Institut de littérature mondiale Maxime Gorki à Moscou pour cette belle initiative de cette rencontre. Avant la conférence, nous avons prévu la lecture de quelques extraits des romans de Dostoïevski, ainsi que du nouveau livre de Julia Kristeva, en français et en russe. Dostoïevski, comme vous le savez, est l'écrivain l'un des plus lus et l'un des plus traduits au monde. Dostoïevski reste toujours contemporain. Son œuvre continue d'être interprétée par les théâtres et au cinéma. Son œuvre continue d'être étudiée par les chercheurs. Et notre soirée, c'est la preuve éloquente de ce fait. J'invite sur la scène Baudouin Sama, qui présentera l'extrait de l'adaptation théâtrale par la Compagnie Frontale de la légende du grand inquisiteur du roman Les Frères Karamazov. On va ouvrir notre soirée par les lectures littéraires. Bonsoir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas? Pourquoi ce silence? Pourquoi ce regard pénétrant avec tes yeux, plein de douceur? Allez, emporte-toi, indigne-toi, crie sur moi, brise ce silence. Oh non, non, je n'en veux pas de ton amour parce que moi-même, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Tu regardes derrière mon visage? Tu espères que j'ai encore quelque chose à dire, que je ne t'ai pas encore tout dit. Mais oui, tu as raison, ce que j'ai à te dire et ce que je vais te dire, tu le sais déjà, je peux le lire dans tes yeux. Tu le sais déjà. Alors à quoi bon? À quoi bon te cacher notre secret? Et oui, peut-être que oui, tu souhaiterais m'entendre prononcer ces mots, l'entendre de ma bouche. Alors écoute. Et écoute-moi bien. Nous ne sommes pas avec toi. Non. Nous sommes avec lui. Avec lui. Voilà notre petit secret. Nous ne sommes pas avec toi, nous sommes avec lui, car nous avons reçu de lui ce que toi, tu avais scandaleusement repoussé. Mais nous, oui, nous avons reçu de lui Rome et le glaive de César, et nous sommes proclamés les seuls maîtres sur cette terre. Mais toi, oui, toi, tu aurais pu nous devancer. Tu aurais pu prendre le glaive de César et tu aurais pu fonder le royaume universel et fonder partout une paix éternelle.
Mais nous avons pris le glaive de César à ta place et nous l'avons suivi, lui. La terre souffrira longtemps encore, mais l'entreprise est lancée et nous atteindrons notre but et nous serons enfin César. Merci. Je pense que maintenant, on va écouter le même extrait en russe, présenté par une comédienne russe et française, Sophie Kostergne. S'il vous plaît. Отрывок из романа Федора Михайловича Достоевского «Братья Карамазовы» из главы «Великий инквизитор». К чему же ты пришел нам теперь мешать? И что ж ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись. Я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Так слушай же. Мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже 8 веков. Ровно 8 веков назад, как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе. Показав тебе все царства земные, мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными. А между тем ты мог бы еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв мир и Парфину Кесаря, основал бы всемирное царство и дал бы всемирный покой. Вот мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. Ой, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. J'invite sur la scène Grégoire Lopokhine, comédien et metteur en scène. Ah non, ce sera Badois Sama qui... Ah, encore une fois, je vous en prie. Rebonsoir. Je suis un homme malade. Je suis un homme méchant. Un homme repoussoir. Voilà ce que je suis. Je crois que j'ai quelque chose au foie. De toute façon, ma maladie, je n'y comprends rien. J'ignore au juste ce qui me fait mal. Je ne me soigne pas, je ne me suis jamais soigné, même si je respecte la médecine et les docteurs. En plus, je suis superstitieux comme c'est pas permis. Enfin, assez pour respecter la médecine. Je suis suffisamment instruit pour ne pas être superstitieux. Oui, c'est par méchanceté que je ne me soigne pas. C'est par méchanceté. Et ça, messieurs, mesdames,
Je parie que c'est une chose que vous ne comprenez pas. Moi, si. Évidemment, je ne saurais vous expliquer à qui je fais une grâce quand j'obéis à ma méchanceté de cette façon-là. Je sais parfaitement que ce ne sont pas les docteurs que j'emmerde en refusant de me soigner. Je suis le mieux placé pour savoir que ça ne peut faire du tort qu'à moi seul et personne d'autre. Et malgré tout, si je ne me soigne pas, c'est par méchanceté. J'ai mal au foie. Et tant mieux qu'il me fasse encore mal. Hein? Il y a longtemps que je vis comme ça. Dans les 20 ans. Maintenant, j'en ai 40. Avant, j'étais fonctionnaire. Maintenant, je ne le suis plus. J'étais un fonctionnaire méchant. J'étais grossier. C'était une jouissance. Je ne prenais pas de pot de vin, vous comprenez, il fallait bien que je me dédommage, ne serait-ce que comme ça, mauvaise pointe. Je ne la barre pas, mais je visais l'effet comique en l'écrivant, mais maintenant je comprends assez que je cherchais à crâner d'une façon ridicule. Je ne barre rien exprès. Bon. Parfois, les solliciteurs s'approchaient de ma table pour un renseignement. Je grinçais des dents en guise de réponse et je ressentais une jouissance insatiable quand j'arrivais enfin à leur faire de la peine. J'y arrivais presque toujours. Ils étaient presque tous bénis, oui, et on les connaît, les solliciteurs. Mais parmi tous ces gandins, il y en avait surtout un officier que je ne pouvais pas voir en peinture. Il refusait absolument de se soumettre et faisait un tintouin odieux avec son sabre, comme ça. Je lui ai fait la guerre 6 mois durant et je l'ai eue. Je l'ai mise en sourdine. Mais bon, c'était quand j'étais jeune. Et cependant, messieurs, savez-vous ce qui surtout faisait le fond de ma méchanceté? C'est là qu'était le nœud de l'affaire. C'était là qu'était la saleté la plus nauséabonde, qu'à chaque instant, même dans les montées de bile les plus irrépréhensibles, je comprenais honteusement que non seulement je n'étais pas un homme méchant, mais n'étais même pas aigri. Et je passais mon temps qu'à faire peur aux moineaux, et je trouvais là toute ma satisfaction. J'avais l'écume aux lèvres, mais il m'aurait suffi qu'on m'apporte une poupée, qu'on me donne du thé et du sucre, et je me serais radouci, je vous jure. Même l'émotion m'aurait serré la gorge. Après, sans doute, aurais-je grincé des dents contre moi-même, de honte, et j'aurais eu des insomnies pendant des mois. Je suis comme ça. Merci. Bravo, Baudouin. Merci beaucoup. Baudouin Sama vient de présenter l'extrait des carnets de sous-sol de Dostoïevski. Et maintenant, j'invite Grégoire Lopoukine, qui est comédien, qui est metteur en scène. Ah, d'abord, c'est Sophie qui... Oui. Est-ce qu'on peut voir Sophie qui produira la même chose, mais en russe? L'extrait des carnets de sous-sol. Здравствуйте, меня зовут Софи Костерк, и я сейчас вам прочитаю начало повести Федора Михайловича Достоевского «Записки из подполья». Я человек больной, я злой человек,
Непривлекательный я человек. Я думаю, что у меня болит печень. Впрочем, я ни шиша не смыслю в моей болезни и не знаю, наверное, что у меня болит. Я не лечусь и никогда не лечился, хотя медицину и докторов уважаю. К тому же я еще и суеверен до крайности, хоть настолько, чтобы уважать медицину. Я достаточно образован, чтобы не быть суеверным, но я суеверен. Нет, я не лечусь со злости. Вот вы этого, наверное, не изволите понимать. А я понимаю. Я, разумеется, не сумею вам объяснить, кому именно я насолю в этом случае моей злостью. Я отлично хорошо знаю, что и докторам я никак не смогу нагадить тем, что у них не лечусь. Я лучше всякого знаю, что всем этим я единственно только себе поврежу и никому больше. Но все-таки, если я не лечусь, так это за злость. Печенка болит, так вот пускай же ее еще крепче болит. Я уже давно так живу, лет 20. Теперь мне 40. Я прежде служил, а теперь не служу. Я был злой чиновник, я был груб и находил в этом удовольствие. Ведь я взяток не брал, стало быть, должен же был себе хоть этим вознаградить. Плохая острота, но я ее не вычеркну. Я ее написал, думая, что выйдет очень остро, а теперь, как увидел сам, что хотел только гнусно пофорсить, нарочно не вычеркну. Когда к столу, у которого я сидел, доходили, бывало, просители за справками, я зубами на них скрежетал и чувствовал неумолимое наслаждение, когда удавалось кого-нибудь огорчить. Почти всегда удавалось. Merci à Sophie pour cette belle lecture. Bien dommage qu'on ne l'a pas vue, mais vous avez vu peut-être sa photo, Sophie Kosterk, on a publié sur l'affiche. J'ai envie de Grégoire Lopokhin qui va dire peut-être quelques mots sur la compagnie frontale. On remercie beaucoup cette jeune troupe d'être avec nous aujourd'hui, qui va dire quelques mots sur le spectacle d'abord et après va présenter l'extrait du nouveau livre de Julia Kristeva. Oui, merci beaucoup. Juste quelques petits mots sur l'extrait du Grand Inquisiteur que vous avez vu, qui a fait l'objet d'une mise en scène à Lyon en octobre dernier, où Baudouin tenait le rôle du Grand Inquisiteur. Et puis après, on a trouvé assez cohérent de le faire lire également les carnets du sous-sol. Je remarque toujours ça avec Dostoïevski, c'est que quand on commence à le travailler, même quelques séances comme ça de travail en lecture, on a toujours envie de continuer à le jouer. Et on se demandait même que si on n'allait pas faire tout le roman comme ça, si on n'allait pas faire une deuxième adaptation des carnets du sous-sol, parce que ça donne toujours de l'appétit aux acteurs. Voilà, on la reprogramme en ce moment, on est en train de travailler sur la reprogrammation du spectacle pour aller un peu plus loin que le bicentenaire. Et on vous tiendra au courant par le biais du Centre culturel russe. Merci. Et maintenant, je vais vous lire donc le chapitre 4 de l'ouvrage qui est présenté ce soir, Au-delà de la névrose. Ça commence donc par une citation de Nietzsche, de l'Antéchrist. Dresser l'humanité pour en faire une contradiction en soi, j'appelle le christianisme la souillure immortelle de l'humanité. Au fond du sous-sol, puant, abject. Je suis un homme malade, un homme méchant. L'homme du sous-sol vit dans un coin, au gros, sous le plancher, poêlé, et le mot « pas de poêlé » évoque ce qui est sous le plancher. Et sans suggérer un quelconque enterrement dans le sol, il désigne la clandestinité, le maquis. Et se planquer, hors la loi et résistant, fait entendre sa fureur. Il balance rageusement une confession de malade qui souffre du foie, siège bien connu de la mélancolie, devenu dans son cas l'organe de la haine, de la colère, abjection et autres méchancetés inextinguibles dont il ne cherche guère à se débarrasser, mais franchement à les déverser. Misérable souris à la conscience élargie qui se gifle, se fouette, se moque, se délecte. Cet homme ridicule ne fait que cogner son front et ses poings contre un mur de pierre.
L'imprenable muraille de la raison universelle que résume l'énoncé 2 fois 2 font 4. Aucun compromis. Zéro périodique constant ne saurait le satisfaire pour la simple raison que c'est la loi de nous tous. Imprenable bastion de la nous-tousité. Ce mauvais drôle a déjà inventé un mot, les hommes globaux, et il l'écrit au XIXe siècle, annonçant le fantasme de l'humanité compactée et globalisée du troisième millénaire, et ça le révulse. Le sol, le plancher, la fondation de toutes les lois de la nature et des mathématiques dont a besoin l'humanité sécuritaire pour construire ses poulaillers, Versailles auparavant, palais de cristal maintenant, pour se protéger en temps de pluie, tout ça, oui, tout ça, mais que faire? Le matérialiste Tchernychevski, qui inspirait Lénine, vient de publier sa feuille de route ainsi intitulée « Que faire ?» Sans compter avec le bilieu retranché dostoïevskien, qui n'est pas de ceux dont le but dans la vie est de rester au sec. Oui, tant que je suis vivant et je désire, le méchant se propose de fouiller pour savoir de quoi sont bâtis les désirs, si tant est que ces désirs existent encore. Mais nouvel obstacle autrement plus dangereux que le mur de pierre, c'est un grouillement intérieur de honte, culpabilité, pardon, qui agite la conscience malheureuse, la souris, qui campe dans la mélancolie. Un truc volatile, escamotage et simple filouterie au demeurant. Bien sûr, le joueur et l'éternel mari essayent de lui régler son compte à cette mélasse névrotique en ricanant, mais c'est dans les carnets du sous-sol, glacial espoir désespéré de l'enragé, que s'affirme le fouet du clivage qui la provoque, sa vérité existentielle et romanesque. Les gênements retors, ce sel de la névrose qui mélange les contraires, le même, l'autre, le plaisir, la souffrance, dans on ne sait quoi, on ne sait qui, et pour vous, n'amuse plus le rebelle. La rage se retourne contre le cœur ou quoi qui s'amochait, comme un cheval fougueux qui se débarrasse de son mort aux dents. Et une autre écriture s'élabore, qui porte à la lumière son énergie souveraine, s'en prend aux crétins du romantisme réfugiés dans le beau et le sublime, et même aux futurs philosophes de la nausée qui, poule mouillée avec manteau au col de castor allemand, en feront intempestivement un héros. J'invite notre principale invitée de ce soir, Julia Kristeva, s'il vous plaît. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Merci de votre invitation et merci à l'Institut Gorky. Merci à la Maison Russe de nous inviter ce soir à l'occasion du 200e anniversaire de Dostoïevski et la publication de mon livre que j'essaierai de vous présenter dans les quelques pages que j'ai présentées et que je vais présenter et que j'ai préparé. Mais je voulais vous dire d'abord je vais faire une confession. Je suis devant vous ce soir grâce au général de Gaulle qui donnait des bourses aux chercheurs d'une Europe qu'il voyait s'étaler de l'Atlantique à l'Oural. Et avec 5 dollars en poche en attendant la bourse parce que papa n'a pas trouvé davantage, et le livre de Bakhtin sur Dostoïevski que je présentais au séminaire de Roland Barthes. Et c'est ainsi qu'a commencé de l'Atlantique à l'Oural
vous le savez, est loin d'être faite. Mais j'ai constaté aussi qu'à l'occasion de ce 200e anniversaire, les médias français sont... И по случаю 200-летия Достоевского мы видим, что во французских СМИ совершенно нет никакой информации и публикаций в этом русском гении. Но, тем не менее, благодаря российским и французским актерам, которые сегодня представили вам несколько отрывков, представителям культуры и актерской профессии, для которых тема Достоевского не просто пустой звук. Эта Европа от Атлантики до Урала существует благодаря им. И его будущее существование, даже если политика на сегодняшний день этого не позволяет, но тем не менее культура позволяет нам по меньшей мере об этом мечтать. Благодарю наших актеров. Я являюсь специалистом в языке, двух языках, и вы сделали это возможным сегодня. Благодарю вас. Сейчас несколько слов о... Каким образом я написала... Les thèmes dont il parle, que ce soit le nihilisme, que ce soit le féminicide, que ce soit la pédophilie, que ce soit la souveraineté nationale et la religion, sont des thèmes d'aujourd'hui qu'il ne s'agit ni de glorifier, ni de dénier, mais d'ouvrir dans leur profondeur, je dirais, psychosexuelle, telle qu'ils touchent chacun de nous dans nos rêveries et dans notre quotidien. Donc, je vous lirai quelques pages sur mes intentions que vous trouverez dans le livre que Léo Béillard de l'Université Paris 7, qui travaille avec moi, a apporté et que vous trouverez à la sortie. Et je terminerai, si nous avons le temps, avec le portrait que je fais, un extrait, ne vous effrayez pas, ce ne sera pas très long, d'un de ces personnages que j'admire le plus, parce que Dostoïevski est très exalté pour ses positions critiques sur l'humanité torturée, mais il est aussi un très grand connaisseur de la solitude et de la fierté féminine. Et je dis dans mon livre qu'il a créé un archipel des solitudes féminines. Et je vais vous présenter comment je vois cette solitude féminine de cette époque-là, donc nous sommes à la fin du 19e siècle, mais qui résonne au présent, le portrait de Nastasia Philippovna, si nous avons le temps. Donc, en lisant mon livre, un certain nombre de mes lecteurs, mais aussi les journalistes, me disent vous aimez Dostoïevski, comment peut-on aimer Dostoïevski? Il a dit tellement de choses obscurantistes, c'est un croyant absolu, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs, parce qu'il est toujours resté l'enfant de l'incroyance et du doute, tout en étant un grand fidèle de celui dont parlait le premier extrait et qui n'est que le Christ et sa beauté. Et c'est un antisémite aussi. Comment pouvez-vous aimer Dostoïevski? Me disait encore l'autre soir des personnes qui avaient assisté à ma présentation au Centre culturel et spirituel de la Russie au quai Branly. Comment tu peux dire aussi que Dostoïevski est auteur de ta vie? Parce que j'ai fait une autre petite anthologie dans la collection Auteur de ma vie. Je pense que toutes ces expressions, tu peux aimer Dostoïevski, Dostoïevski auteur de ta vie, etc., sont trop étroites pour exprimer à la fois l'engloutissement et la régénérescence que provoque en moi, je pense aussi en vous, ce que j'appellerais la tessiture vocale de cette écriture bouillonnante. Et cette
une très excellente idée de l'organisateur de ces soirées de nous faire entendre la langue russe pour qu'on entende, bon, malheureusement pas assez fort, et on n'a pas vu la personne la lire, la vibration et la jouissance, наслаждение dans la formulation de la langue russe du texte de Dostoïevski. Ce que j'appellerais la violence du verbe incarné, que vous devenez, que je deviens en le lisant, qui parfois vous ennuie, qui vous absorbe, qui vous blesse, mais qui vous transcende. Et maintes fois, en lisant Dostoïevski pour la énième fois, en russe et en français, j'ai voulu m'en protéger et renoncer. Comment peut-on résumer tout cela? Jusqu'à ce que la lecture de la traduction par André Markovitch, que peut-être les acteurs connaissent, restitue à la langue française son génie de tout dire sans avoir peur du sacré. Et je vous recommande très chaleureusement la traduction des romans de Dostoïevski par André Markovitch, où on entend un français qui n'est pas massacré et rendu moderne en trahissant Dostoïevski, mais qui a réussi à se laisser tout dire dans sa longueur, dans ses hésitations, en recherche du sacré, justement. Donc, je vous propose ce que j'appelle ce livre que vous lirez tout à l'heure, qui est un oratorio, car la pluralité des voix de Dostoïevski, il y avait le Christ, il y avait l'homme qui souffre, il y a les femmes, il y a les pédophiles, il y a les nihilistes, etc. La pluralité de ces voix que Barthes a violemment et puissamment révélées, il y a la voix de l'électrice que je suis. Donc, je me mêle à ces voix et je construis un texte qui est à la fois un essai et une sorte de journal intime. Donc, je l'appelle un oratorio. Il s'intitule Dostoïevski face à la mort ou le sexe hanté du langage. Car la sexualité chez Dostoïevski n'est jamais organique, encore moins pornographique. Elle est dans le plaisir de le dire. Il y a des suggestions, on est dans des endroits et des situations où la sexualité est présente chez les femmes, et notamment dans les scènes de pédophilie. Mais ce qui est essentiel, c'est ce naslаждение qui est un mot assez fréquent de la prononciation, de la description, de la recherche de la vérité de ce qui se passe dans les corps et des âmes. Donc, j'essaie de présenter un Dostoïevski total et neuf et galvanisé lui-même par le langage. Et je trouve que cette manière de se rapprocher des drames psychiques et sexuels, mais discrètement annoncés et transposés dans une langue vibrante et sexualisée par sa propre finesse et sa propre intensité, eh bien, tout ça rejoint l'anxiété des internautes d'aujourd'hui et exprime nos désirs de subjectivité, nos désirs d'intimité, mais qui dépassent les bornes, qui sont des transgressions et qui nous font vivre jusqu'à la dernière limite, jusqu'à la haine, mais jusqu'à l'extase aussi. Et j'aurais pu prendre en exergue à mon livre une phrase de Dostoïevski qu'il envoie au poète Maïkov et qui dit ceci: « Partout et en toutes choses, écrit-il, je vivais jusqu'à la dernière minute et j'ai passé ma vie à la franchir. » Je crois que malgré la globalisation banalisante, il y a dans le monde moderne cette incitation. On ne peut survivre à la banalisation que si on vit à la dernière limite de ce qui se présente et de ce que nous sommes. Alors, du coup, et pour arriver à faire sentir ça, mon livre commence par le fait que j'accompagne l'écrivain sur l'échafaud. Je décris la scène où il est condamné à mort pour ses idées révolutionnaires. Ensuite, je le suis dans le bagne en Sibérie, où il entame ses métamorphoses.
Il était un enfant de l'incroyance et du doute parce qu'il avait embrassé les idées françaises, mais il a découvert le Christ national qui ne le quittera jamais. Et c'est grâce à ce Christ national sur l'orthodoxie qu'il va devenir un nouvel écrivain, un nouveau narrateur, tel qu'il apparaît dans ces deux textes qui se trouvent à l'intersection entre le Dostoïevski pré-sibérien et le Dostoïevski post-sibérien. Et ce sont les carnets de la maison, les carnets du sous-sol et la maison morte, les carnets de la maison morte. Il est prophétique, vous allez voir combien certains thèmes sont pour moi très actuels. Il se considère comme un disciple des forçats et déjà avec sa rage de prisonnier dans le sous-sol mais aussi en Sibérie, il pressent ce que j'appellerais la matrice carcérale de l'univers totalitaire qui va se révéler dans la Shoah et le Goulag et qui menace aujourd'hui par l'omniprésence de la technique. Et au fur et à mesure que je sculpte ce maudit russe, c'est ainsi que Freud va l'appeler dans une lettre qu'il envoie à Stefan Zweig, j'entrevois les coulisses intimes de ma lecture qui est en fait un corps à corps. Je me suis plongée dans les souffrances et les extases de ces personnages. Et je retrouve ce que Joseph Brodsky, que j'ai eu l'occasion de connaître, appelle le virus russe. Dans ma Bulgarie natale, où la deuxième langue était celle des écrivains soviétiques, ou plutôt la troisième et la quatrième, parce que mon père me poussait à apprendre plutôt le français et l'anglais, parce qu'il les trouvait plus rationnels et qui seraient plus utiles pour moi, disait-il. Je raconte aussi la sidération de la collégienne que j'étais et qu'on avait plantée devant le bus funèbre du petit père du peuple. Je parle aussi de mon père qui était un fidèle orthodoxe et qui me déconseillait de lire Dostoïevski, qu'il était ennemi du peuple pour le régime stalinien à cause de son orthodoxie. Je parle de la découverte donc de Mikhail Bakhtin par les intelligentsia soviétiques, mais bulgares aussi du temps de Khrouchtchev, du temps de dégel, de ce qu'il appelle Bakhtin la polyphonie carnavalesque du romancier, parce que Dostoïevski montre, comme Rabelais, comment le roman surgit au croisement des discours de carnaval, où les clowns sont les plus sages et les rois les plus bêtes et les plus méchants, où il y a cette dualité, ces contrastes, mais aussi la prise en compte des textes scientifiques de l'époque, des textes théologiques, et c'est ce mélange-là qui va constituer la polyphonie, la polystylie, on va dire, de roman occidental qui se manifeste très nettement chez Dostoïevski et que j'ai présenté donc chez Barthes et qui a fait le début de ce qu'on appelle le post-structuralisme français. Je parle aussi de mes rencontres avec les dissidents soviétiques qui ont quelque chose de Dostoïevski, me semble-t-il. Alors, puisque je suis devenue psychanalyste, j'ai beaucoup lu Freud et surtout n'ayez pas peur de trouver dans mon livre un psychanalytisme qui essaye de s'approprier cette vibration à la fois linguistique et narrative avec des sauts de narration qui se coupent, qui passent dans son contraire, etc. Cette espèce de vitalité. Pas du tout. Je suis même en discussion avec Freud. Parce que Freud, qui a fait un très beau texte que je vous recommande aussi pour ceux qui veulent approfondir cette rencontre entre l'Occident et la Russie par Freud et Dostoïevski, par exemple. Il faudrait inventer des choses comme ça entre la littérature russe qui se fait et la littérature américaine ou française aussi. Nous rêvons de ces rencontres. Nous en avons besoin pour créer cette Europe de l'Atlantique à l'oral. Eh bien, Freud découpait Dostoïevski en quatre: l'écrivain, le névrosé,
on peut dire que l'homme de sous-sol a quelque chose de névrosé. Il dit il est méchant, il est contre tout le monde, il s'énerve pour la moindre chose. Le moraliste aussi, parce que Dostoïevski n'est pas que ça, et le pécheur qui est très coupable de toutes les mauvaises pensées qu'il a. Eh bien, à la place de cela, à la place de la névrose, je dis que Dostoïevski n'a rien à voir avec un névrosé, il a des qualités qui sont propres à l'humanité moderne, c'est le dédoublement. Chacun de nous au moins double, hommes et femmes aussi, on en parle beaucoup avec les théories des genres aujourd'hui. Son deuxième livre, Le double, voit soi-même dans l'autre et entre cet autre qui est mon proche, mais qui est le contraire de moi, je trouve des qualités de moi et nous sommes même mais différents. Et cette dualité fait que nous nous aimons et nous nous haïssons. Ce dédoublement conduit à ce que nous appelons dans la psychanalyse contemporaine l'homoérotisme, c'est-à-dire l'amour entre les mêmes sexes, sans que ce soit forcément une homosexualité, même si ça peut l'être. Et on le trouve dans tous les couples chez Dostoïevski, qui sont très souvent des trios, deux hommes et une femme, deux femmes, un homme, etc. Et aussi, ce qu'on appelle aussi en psychanalyse contemporaine, les états limites, c'est-à-dire la violence, la destructivité qui provoque une espèce de rage et une vision apocalyptique de l'univers, mais du moment où on peut les nommer, ça donne un lieu et une capacité de jouissance, et de nouveau on trouve le naslаждение, le rire, la capacité de partager, y compris sa propre décadence, méchanceté ou déchéance. Donc, le culte de la souffrance qu'on attribue à Dostoïevski s'est inversé dans ma lecture de ces dernières années en repérage de la jouissance, mais la jouissance dans la capacité de le dire, de la capacité de dire même les moments les plus obscurs et les plus douloureux de votre être. Et c'est une écriture qui est en contact donc avec ces états les plus morbides de la condition humaine, qui sont l'avènement et l'éclipse du sens. Nous perdons parfois le sens, nous le retrouvons, et Dostoïevski est sur cette crête. C'est une crèche aussi, une renaissance. J'appelle ça survivance, et je pense que son épilepsie l'a beaucoup aidé pour cela, parce qu'il a vécu ses capacités à la fois de perdre le corps et le sens dans l'état épileptique et de les retrouver. Mais tous les épileptiques n'ont pas pu traduire cette capacité et la chercher dans les moments critiques de la vie. Donc, il est un précurseur de Freud, il va plus loin que lui, et il est aussi, par la découverte du meurtre du père, que beaucoup de ces personnages, tout au long de son écriture, dès le début, pressentent. Les pères chez Dostoïevski soit sont morts, soit inexistants, jusqu'au frère Karamazov, où l'objet même est le meurtre du père. Alors que Freud va découvrir le meurtre du père, l'Édipe, nous voulons tous tuer le père, va dire le texte de Dostoïevski déjà. Freud va le découvrir au début du XXe siècle. Dostoïevski le porte déjà, cette universelle composante de l'humanité, le désir de tuer le père, la loi pour devenir fils et créer à sa place. Il le savait déjà, il le met en roman dès le frère Karamazov. Donc, la première partie de mon livre sonde des passions de ces personnages qui sont joués et déjoués. On l'a vu tout à l'heure avec l'homme de sous-sol. Il est dans son rôle de méchant, mais en même temps, il se moque de lui-même. Et c'est une inversion constante qui traverse toutes les mises en scène des passions. Et je me concentre surtout, je l'ai dit tout à l'heure, sur les femmes, en commençant par les femmes de sa vie. Maria Dmitrievna, qui était sa première femme, et devant le cadavre de laquelle il fait des méditations, dans lesquelles il parle beaucoup du christianisme et de la capacité d'aimer.
Et il dit que c'est impossible parce que c'est le moi qui empêche, tout en étant nécessaire. C'est un texte magnifique, la méditation devant les cadavres de Maria Dmitrievna. Une autre de la deuxième de ces femmes aimées, qui était une des premières féministes russes, Apollinaria Suslova, qui a laissé des textes sur leurs relations où on entend que leurs relations étaient très intenses et parfois très violentes. Et bien sûr, Anna Grigorievna Snitkina, qui était sténographe et qui a pris note de ses romans, qui l'a aidé dans son écriture. Donc, ces trois femmes ont inspiré cet archipel d'héroïnes dont je parlais au début, malmenées, révoltées et triomphantes, parmi lesquelles Nastasia Filipovna, mais aussi la clopinante dans les démons, La Douce, qui est une petite nouvelle, mais qui est magnifique, d'une femme qui se suicide parce que le couple hétérosexuel contre lequel on nous parle beaucoup aujourd'hui, mais qui reste toujours un problème, elle la déçoit et elle met fin à sa vie. Grushenka aussi, qui va sauver Dimitri Karamazov. Toutes ces figures féminines sont malmenées ou pas mises en évidence par la critique. Et je pense que le fait de parler d'elles 200 ans après lui nous permet de voir combien il sentait le féminin de l'intérieur du féminin lui-même, avec une identification avec son féminin à soi, en voyant à la fois la survivance de la misère que vivaient ces femmes, leur douleur et leur capacité de continuer à vivre et à se battre. C'est extrêmement passionnant. Et la deuxième partie du livre, j'ai consacré beaucoup d'été à me plonger dans cette dimension et mon époux Philippe Solers était un peu mécontent de me voir passer les vacances à l'île de Ré avec ce Russe maudit plutôt que de profiter des bonheurs de l'île de Ré. Eh bien, je l'ai consacré à ce que j'appelle le christocentrisme fiévreux de Dostoïevski. Il pense que ce qui l'intéresse dans la religion orthodoxe, c'est essentiellement la figure du Christ, la beauté du Christ, qui ne dit jamais Dieu, il ne parle pas de la Trinité, mais il parle d'un Christ souffrant et ressuscitant et de la beauté du Christ dont il donne une définition qui va de Madone à Sodome, c'est-à-dire de la naissance et la pureté, à Sodome compris pas seulement dans un sens sadique, mais dans le sens de la transgression, dans un sens biblique, dans le sens du dépassement des limites. C'est une beauté insupportable, terrible, qu'il va chanter et essayer de mettre en scène, parce que ces romans sont aussi très scéniques. Et j'essayais d'aller jusqu'aux racines de cette orthodoxie sensuelle, à la fois destructrice et extatique, que je trouve dans la gnose. C'est une remarque de Berdyaev que j'ai essayé d'approfondir et dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais c'est une extraordinaire vision de la religion orthodoxe qui évidemment correspond au christianisme selon lequel il y a un créateur et une créature, mais qui se rapproche de la Kabbale juive avec le fameux Tzimtzum, qui veut dire extension et restriction, et qui considère qu'il y a une divinité qui est le plérum, c'est-à-dire l'opulence, le féminin et le masculin sont ensemble, toutes les capacités nous précèdent, une abondance nous précède et nous sommes des émanations de cette abondance cosmique. Donc, j'essaye d'appeler, c'est aussi un pari pour que les cultures occidentales, catholico-protestantes et russes orthodoxes se rencontrent, que nous essayons de creuser, d'approfondir la connaissance de ces variantes de la religion. Alors,
J'arrête là concernant l'extension de mon livre pour vous dire quelques mots sur le personnage qui est un de mes préférés et qui est celui de Nastasia Filipovna. Alors, j'ai perdu mes pages. Alors, le texte commence par dire que sa mère, et je n'ai pas les mots russes ici, mais vous les trouverez sans doute, et la contradiction est évidente, sa mère avait daigné brûler parce que leur domaine a été incendié, donc elle a été incendiée, mais elle a daigné brûler. Elle n'est pas une victime, elle s'est laissée avec sa fierté brûlée. C'est d'emblée, on est dans cette contradiction compactée, le mal et la fierté, la capacité de le défier. C'était leur domaine des Barashkov, donc c'est une famille noble. Nastasia Filipovna, elle daigne brûler de sa passion monstrueuse tout au long de l'idiot. Elle est fière, elle est hautaine, elle est pensive, elle est explosive, elle est consumée. Mais elle n'est pas de ce monde. Elle dit « J'ai renoncé au monde, il n'existe presque plus ». On dirait que le masochisme, la souffrance, celle qui brûle, qui se laisse humilier, qu'il a été humilié, n'est pas inhérent à la femme, mais il culmine dans une exaltation qui l'accompagne même dans le néant. Même si je ne suis pas de ce monde, même si je souffre, même si je suis marginale, ça ne me fait pas pleurer. Je suis fière d'atteindre ces profondeurs-là. C'est une compréhension très fine de la complexité de la psychosexualité féminine. Elle est entrée dans le néant, sans attache et sans moi, intrinsèquement altérée, dédoublée. Elle dit « Dieu sait qui vit en moi à la place de moi ». On est ici dans ce sous-sol, ce подполье. Elle a un autre monde en elle, et c'est ce que Freud va appeler le clivage, le traumatisme qui nous habite, un dédoublement. Pourtant, ça ne l'empêche pas d'être éduquée. Elle a une éducation supérieure, en français bien sûr, comme on le faisait à l'époque, mais aussi dans les sciences diverses, même juridiques. Elle connaît la valeur de l'argent, comme souvent c'est les femmes de Dostoïevski qui possèdent et gèrent l'argent. Elle est une grande lectrice, elle est une étudiante en quelque sorte. C'est peut-être un douloureux souvenir de sa maîtresse Apollonaria Suslova, qui était une des premières féministes. Et elle vit dans une ambiance empreinte de goût et d'élégance, non sans que son protecteur, parce que ses parents ont brûlé, mais son protecteur lui a infligé, dit Dostoïevski, ce qu'il appelle l'acte originel. Donc, il ne dit jamais qu'elle a été violée. Il se contente de dire on lui a infligé l'acte originel. Mais elle est enfermée dans sa honte et dans son destin défiguré, dit-elle, j'ai un destin défiguré, qui ne la rend pas victime. Elle se dresse comme une féministe en herbe qui s'ignore contre ce Trotsky, qui est donc ce violeur, vicieux bienfaiteur, et pour lequel elle dit « cet homme envers lequel je nourris une répulsion inhumaine ». Surtout lorsqu'il lui annonce qu'il envisage de lui arranger un mariage avec un respectable fonctionnaire qu'elle connaît déjà. Et Trotsky va lui donner une dot assez confortable, confortable capital donc, encore le thème de l'argent, pour que le bienfaiteur, le violeur, puisse convoler de son côté, sans quoi Anastasia risque d'être en état de nuire. Donc, elle est une femme objet, comme on dirait aujourd'hui, mais elle ne se laisse pas faire.
Et je dis dans mon livre qu'elle balance son porc, comme on dirait aujourd'hui, comme une espèce de pathétique pressentiment de MeToo. Et on peut trouver ce jeu entre le présent et le passé dans beaucoup de personnages de Dostoïevski. Mais je le trouve tout particulièrement, je voulais vous le dire à propos de Nastasia. Donc, elle est outragée, elle se jette follement dans une espèce sur sa figure en face de lui et lui jette au visage une espèce de comédie de sarcasme venimeux. Puis, elle devient à son tour joueuse par dégoût, dit-elle. Elle se met à jouer les femmes entretenues, les femmes légères, les femmes à la française, mais avec dégoût, de nouveau ce dédoublement, et par dépit, et au fond pour rien, ce détachement, ce goût du néant, qui est quelque chose qui est très, très spécifique au mysticisme chrétien. Je l'ai trouvé chez Sainte Thérèse d'Avila aussi. Mais ce qui ne l'empêche pas de lui crier en pleine figure, je le cite, qu'elle ne tient plus à rien et encore moins à elle-même. Toute ma vie n'a tenu qu'à un fil. Elle est happée par la mort. Sainte Thérèse dit quelque chose qui résonne avec cette sainteté de Nastasia. Sainte Thérèse a dit une phrase qui est reprise par Saint Jean de la Croix, « Je meurs de ne pas mourir ». Eh bien, Nastasia Philippovna est déjà dans la mort, mais elle l'a fait avec fierté, elle se venge contre ceux qui lui font mal, et c'est la fierté qui domine sa présence. Elle monte, les hommes essayent de l'acheter, c'est qui donnera plus d'argent qui va l'épouser. Elle prend cet argent et le jette dans la cheminée. Et elle refuse même le mariage que lui propose Mychkine. Elle ne veut pas être princesse parce qu'elle pense que non seulement elle est contre le mariage, mais elle ne veut pas qu'en se rangeant, on oublie le viol qu'elle a vécu, son malheur, et elle veut témoigner du fait que la société la rejette, le fait mal et la tue. Et on voit dans cette position du couple qu'ils vont former à un moment dans le roman, le prince Mychkine, d'une part, une sorte de Christ, mais qui est un peu enfantin et marginal, et elle, l'humiliée, qui est très fière, le contraire de lui. Le féminin et le masculin des deux côtés. Lui, il est homme et femme, elle est femme et homme. Et aussi une autre vision de la chrétienté. Le prince Mychkine était fasciné par un tableau de Holbein qui s'appelle Le Christ mort, qu'il a trouvé à Dresde. Dostoïevski l'a trouvé à Dresde. C'est un tableau extrêmement saisissant dont je parle dans un de mes livre des années 80, ça s'appelle l'histoire d'amour, et je parle de la souffrance dans la vie amoureuse chez Dostoïevski. Il reprend ce Christ mort dans son Mychkine. C'est Mychkine qui devient témoin de ces Christ morts, mais quand Dostoïevski l'a vu, c'est le cadavre du Christ qui est présenté tout seul dans un tableau extrêmement étroit et sans ciel, sans ange, sans vierge, simplement une espèce de cadavre anatomique comme dans une scène de dissection dans un hôpital. Et Dostoïevski, en voyant ce Christ mort ainsi, est habité par la peur de la mort et dit à sa femme, au bord de la crise épileptique, il a failli en faire une, que si le Christ est vraiment mort ainsi, on ne peut pas croire à la résurrection, alors que lui, il ne pense qu'à cela et que c'est possible par l'écriture, il va abandonner cette vision. Mais donc, on trouve tous les hommes dans l'idiot fascinés par ce Christ mourant.
Eh bien, Nastasia Filipovna n'est pas fascinée par la mortalité et la résurrection du Christ, mais par le Christ enfant, par le Christ qui caresse un enfant et qui se place lui-même dans le regard de l'enfant qui chérit le Christ. Et elle est elle-même à la place de l'enfant qui chérit le Christ et la place du Christ qui caresse l'enfant. Une pensée grande comme le monde entier repose dans mon regard, et c'est d'un regard pensif, comme les enfants peuvent être pensifs et attentifs, que l'enfant le regarde, que je le regarde. C'est une sorte de l'infantile du féminin qu'il est en train de ressusciter et de montrer comme une pureté, comme une sainteté enviable. Donc, Dostoïevski pourrait, en faisant cette sublimation de la relation entre les sexes, Mishkin l'idiot et Natasha Filipovna, la fière qui se laisse finalement tuer par Rogojine, qui est un autre double de Mishkin, il montre que la relation entre les deux sexes est impossible, autrement que par la sublimation et par un acte de transcendance, ou peut-être par l'écriture, par la danse, par le spectacle, dans une sorte de communion à travers des signes. Et elle aurait pu faire sienne les phrases d'Alfred de Vigny que Proust cite et qu'il dit à la fin du siècle, à peu près à la même époque de Dostoïevski, les deux sexes mourront chacun de son côté. Nastasia Filipovna ne se sent pas capable d'affronter la guerre des sexes qui commence déjà à se manifester dans la société européenne et russe aussi, l'émancipation des femmes, le fait de déclarer sa fierté non seulement en comportement, mais aussi légalement en demandant des droits, etc. Il est loin de cela, mais il montre la violence de la relation entre les sexes et la dignité des femmes qui affrontent cette violence. Donc, je voulais que vous lisiez les autres personnages de Dostoïevski à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui, et vous verrez comment Dostoïevski, de manière prophétique, a pressenti quelque chose qui se montre aujourd'hui sur un plan politique et éthique et qui est resté enfoui dans ces pages qui ne revient de ressusciter. Tout ça pour dire, et je conclue avec ceci, les personnages de Dostoïevski, ses contradictions, sa religion, ses propres souffrances sont incorporés dans l'histoire des religions et dans la déflagration des idéologies. Mais ces discordances, ces contradictions n'aspirent pas, ne veulent pas qu'on les synthétise ou qu'on le simplifie, qu'on s'en serve pour faire des slogans, pour prendre une phrase de Dostoïevski contre l'Europe et dire qu'il est contre l'Europe, alors qu'on trouvera une autre qui est pour, ou qu'il est contre les nihilistes, et dans une autre, les nihilistes sont plus pop, plus croyants que les croyants, ils sont contre Dieu, mais tout contre, comme on dirait en français. La vérité, nous dit-il, est dans la capacité de saisir les discordances qui nous habitent, de mettre en scène les contradictions et de pouvoir survivre en les nommant et en les partageant avec les autres. Il rêve d'une société dont la vérité serait, si j'ose dire, le jugement esthétique et non pas le jugement qui condamne. Cette indécidable tension, ce jugement esthétique, et peut-être qui peut nous permettre à nous de survivre et à rêver de cette Europe de l'Atlantique à l'Oural. Merci de votre attention. Merci. On avait prévu des questions, mais j'étais un peu longue. Je ne sais pas si nous avons le temps. Anna nous le dira.
Je pense que quand même, on va permettre aux gens, après ce discours magnifique, très, très intéressant, avec plusieurs côtés, plusieurs facettes du grand Dostoïevski. On a de la chance quand même de vous avoir ce soir. Merci Et à vous. je vous propose d'en profiter de cette occasion et de poser les questions. On aura peut-être aussi les questions qu'on voit sur Internet et la modératrice, ça sera la chercheuse de l'Institut Gorky, Hélène Galtsova. On l'invite, oui, aussi. On la voit? Est-ce qu'on peut la voir? Ah, voilà. Bon, bonsoir. Donc, je donne la parole à Hélène Galtsova, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je salue très particulièrement Madame Julia Kristeva. Si j'ose dire, je la salue non seulement de ma part, mais bien sûr de la part de l'Institut de littérature mondiale de l'Académie des sciences de Russie. Et je transmets aussi les salutations pour cette soirée et personnellement à Madame Kristeva de la part de Monsieur Vadim Polonsky, qui est le directeur de notre Institut de littérature mondiale. Rencontré à l'UNESCO au moment de l'inauguration de ce deuxième anniversaire. Je ne sais pas si on s'entend d'ici là, mais peut-être. Oui, tout à fait, tout à fait. Oui. Voilà, et vraiment, votre présentation, Madame Julia Kristeva, m'a beaucoup impressionnée. Et c'est vraiment cette tentative de dire ce que c'est Dostoïevski à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui de Dostoïevski pour vous personnellement et comment vous voyez l'actualité de Dostoïevski, disons en France ou en Europe de nos jours. Cette vision est vraiment très impressionnante et très pertinente. Bien sûr, chaque époque a son Dostoïevski. Et là, ce que j'ai saisi, c'est justement ce désir de voir en Dostoïevski quelqu'un qui ne donne pas des réponses directes, qui ne propose pas des solutions toutes faites, mais qui justement invite à un dialogue, qui pose des problèmes, qui pose des questions et qui pose des questions qu'on peut interpréter de manière, disons, même un peu trop moderne. Je parle des problèmes des sexes, de violence et aussi des questions concernant le sacré dans le monde contemporain. Et je veux dire que cette vision tout à fait ultra moderne, ultra contemporaine, c'est, à mon avis, l'unique voie vers Dostoïevski. C'est comme ça qu'il vaut la peine de le lire maintenant. Ce qui, bien sûr, n'exclut pas toute cette dimension historique de Dostoïevski qui est très importante. Mais je veux dire que, justement, dans votre présentation, Madame Julia Kristeva, vous avez insisté sur des aspects actuels, mais j'ai quand même eu l'occasion de parcourir un peu votre livre, malgré le fait que nous avons reçu le livre justement la veille. Mais merci infiniment justement pour cet envoi. Le livre est arrivé, les 3 livres sont arrivés dans notre institut. Et ce que
j'ai pu lire, c'est justement cette vision qui est basée, disons, sur cette grande réception de l'œuvre de Dostoïevski qu'on peut observer pendant tout le XXe siècle. En vous lisant, bien sûr, je reconnaissais, disons, la réception de Dostoïevski par André Gide, par Albert Camus, par Georges Bataille, par d'autres grands penseurs, par Freud, bien sûr. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir comment vous construisez sur toutes ces bases de la réception déjà faite de Dostoïevski à l'Occident au XXe siècle, comment vous construisez quand même des hypothèses tout à fait neuves et tout à fait frappantes. Voilà. Ma question, ma première question, mais ça c'est une question tout à fait banale, cette question porte quand même sur le titre de votre livre. Ce titre, c'est une formule très belle et cette formule n'est pas traduisible en russe. Je ne sais pas si c'est traduisible en bulgare, mais en russe, c'est pas traduisible à la lettre, je veux dire. Le sexe hanté par le langage, on essaie de faire des périphrases et finalement, langage, chez nous, on le traduit plutôt par parole. Hanté, ça va, et le sexe, voilà, dans le titre qu'on m'a proposé pour votre soirée, on l'a traduit par plutôt sensualité, très pudique. Alors, ça signifie Достоевский перед лицом смерти или чувственная одержимость слова. Ça ne correspond pas à 100% quand même. Et la question qui est liée avec ça, est-ce que c'est une citation? Parce que je n'ai pas réussi à retrouver la source si c'est une citation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame, de cette lecture d'abord et de votre générosité avec laquelle vous m'avez lu et qui me touche beaucoup parce que vous imaginez combien, quand on est englouti par Dostoïevski, on éprouve une sorte d'abord de gêne et on est intimidé pour reprendre la parole et dire quelque chose de lui ou avec lui. En tout cas, c'était ma position pendant assez longtemps. Je me disais, mais je ne pourrais jamais écrire davantage sur Dostoïevski tellement j'adhère à son mouvement et à sa pensée. Et finalement, j'ai osé le faire. Et en effet, j'avais l'ambition de montrer un Dostoïevski, excusez-moi du peu, total, donc l'écrivain et le croyant, l'homme avec sa sexualité, sa foi, son histoire, ses femmes, ses amis, ses vices peut-être. Pour moi, ce sont des fantasmes, mais on a parlé aussi de pédophilie, tout ce domaine qui est exploré maintenant par des chercheurs, en particulier en Grande-Bretagne, par Madame Fussot et d'autres, ne rien laisser de côté parce que cette vie a été illuminée et rendue possible. Il a vécu avec ses poids et ses traumas par l'investissement du langage. Et son érotisme est l'érotisme du langage. Et c'est ça que je voulais, je réponds à votre question, mais la première, je vais insister sur le premier mouvement, comment peut-on oser commenter Dostoïevski, à part le travail des historiens que je respecte beaucoup et que j'utilise et que je lis avec beaucoup d'humilité et de profit.
qui sont dans le factuel et qui établissent autant que possible avec précision la vie et l'œuvre. Comment peut-on oser? Et je pensais que la lecture se perd aujourd'hui. C'est une des dimensions de cette culture gréco-judéo-chrétienne que nous avons développée en Europe et en Russie, peut-être plus qu'ailleurs dans le monde. Les États-Unis se sont rejoints à partir de leur création à ce mouvement. La lecture est une expérience subjective au sens de Georges Bataille que vous avez mentionné, qui dit qu'une expérience, c'est une approbation de la vie jusque dans la mort. Quand je lis, je m'oublie, il y a une mort à soi, les acteurs connaissent ça. On n'est plus soi, mais on vit à travers un autre personnage. Et c'est un effacement de soi pour renaître autrement. C'est une perpétuelle renaissance. Et cette chose, cette expérience qu'est la lecture, se perd un peu aujourd'hui par les avantages que nous offre par ailleurs la culture digitale, qui est serrée, qui est factuelle, qui est des chiffres, mais qui tend à effacer l'espace intérieur, justement, les profondeurs des contradictions, l'expérience où la vie confronte la mort, etc. Il y a beaucoup trop de rigidité, de haine, de violence, de destruction, et à côté des faits chiffrables, mais non pas pensables. Donc, je voulais montrer comment moi je lis et à inviter les jeunes qui me lisent, les moins jeunes, de se projeter, de faire une lecture projective personnelle en contemporanéisant l'histoire. Évidemment, on ne peut pas oublier Dostoïevski du 19e siècle et ses problèmes, y compris son antisémitisme de l'époque, mais aussi de les transposer dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et c'est cette alchimie de la lecture que je voulais transmettre à ceux qui vont fêter le 200e anniversaire. Il se trouve que quelque part dans les politiciens français, quelqu'un a inventé qu'il faut faire de lecture chantier républicain. Ça a été dit. Est-ce que ça se fait? Je n'ai pas l'impression. C'est peut-être une de ces choses que les politiciens lancent et qui ne se développent jamais. Mais je pense que ce serait une bonne invitation de faire de la lecture un chantier culturel, pas seulement en France, mais un peu partout dans le monde. Donc, tout ça pour montrer sur quoi s'appuie mon audace, parfois un peu exorbitante et qui parfois m'intimide. Alors, pour ce qui est de la traduction, j'ai pris cette phrase, le sexe hanté du langage, du texte de Philippe Solers, qui s'appelle Dostoïevski à la roulette, dans son livre L'écriture et l'expérience intérieure, théorie des exceptions, et que je cite, mais j'ai décidé dans le livre de ne pas mettre des notes en bas de page, donc vous n'avez pas les références. Ça se trouve dans la bibliographie où je donne la référence au texte de Solers où apparaît cette phrase le sexe hanté du langage. Je le développe dans un chapitre du livre où je dis que la sexualité du Dostoïevski est un érotisme sans organes. Vous n'avez pas d'organes, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de sein, il n'y a pas d'anus, il n'y a pas d'acte porno, rien de tout ça, mais constamment vous êtes dans une excitation corps et âme à partir de la traduction par les mots du ressenti. De la sensualité de celui qui se croit méchant, qui se dit méchant, qui cherche des mots pour ça, qui se met en rage. Et on vit la rage. Et quand il va décrire l'acte de
de la pédophilie. Il n'y a pas de film sur ce qui se passe entre Stavrogin et Matryoshka, mais on est dans la honte, dans la gêne, dans la jouissance de la petite, dans l'indifférence de l'autre. Tout est là et c'est transmis immédiatement au lecteur. Et j'appelle ça érotisme sans organe, parce que l'organe de cet érotisme, c'est la langue. Alors, comment traduire je ne sais pas. En bulgare, je n'ai pas pensé parce que je ne parle plus le bulgare. Je suis entre le français, l'anglais et un peu le russe. Mais peut-être votre traduction, la traduction me paraît juste parce que elle nous donne à la fois l'importance du verbe, du langage, que les Barthéniens ont exprimé par slovo, qui renvoie au mot, au verbe, au sens chrétien du terme, et l'excitabilité, чувствительность, наслаждение, сладострастие, parfois il emploie ces mots. Il y a toute une série de synonymes sur la jouissance qui montrent cette présence de la jouissance dans le spirituel et dans le langage. Mais je pense que vous trouverez mieux les locuteurs russes qui sont, dans le russe, c'est la langue maternelle, trouveront une métaphore pour dire cette pensée qui ne sera pas du mot à mot, mais peut-être une reformulation. Merci en tout cas de votre généreuse lecture, madame. Я позволю себе взять слово. Здравствуйте, Волков Константин, директор центра. Извините за опоздание. Я просто хотел бы, с вашего разрешения, привлечь... Du centre, Constantin Volkov. Je souhaiterais également demander nos spectateurs qui nous regardent en ligne d'écrire également dans leur rubrique chat et de nous joindre à notre conversation. Je suis directeur de la maison, excusez-moi pour un petit retard. Quand même, moi, j'ai eu le plaisir de vous suivre presque dès le début. Et maintenant, si on me permettait, donc, comme était prévu, j'aimerais donner donc, littéralement la parole à notre public qui nous suit dans l'Internet, à Zoom. Donc, il y a pas mal de monde qui s'intéresse et qui laisse leurs commentaires. Donc, juste 3 commentaires parce qu'il réagit à ce qui a été prononcé. Par exemple, donc, Julie Sylvestre, à ma connaissance, un très bon connaisseur et amateur de Dostoïevski. Спасибо за тонкий психоаналитический анализ литературных персонажей. Она благодарит Dostoïevski. Catherine Brémaud écrit René Girard a aussi une interprétation de Dostoïevski psychanalytique et sociale très contemporaine. Et pour terminer, Zorka Domic a écrit « Je partage avec vous, Madame Kristeva, quand vous dites que Dostoïevski est le précurseur de la psychanalyse. Et on a tendance à occulter ce fait. » Voilà. Merci, merci beaucoup. Moi, j'essaie comment vous dire, de ne pas appliquer de la psychanalyse sur Dostoïevski, mais de glisser quelques outils analytiques, et notamment la notion de clivage, pour montrer ce qu'il a découvert sans connaître tout ce développement de la pensée philosophique du 19e siècle qui passe par la phénoménologie, la psychiatrie, la découverte de la perversité, des différentes pathologies. Il s'en fiche et ça ne l'intéresse pas. Mais par sa propre sensibilité, il est dans les faits et avec des mots romanesques, il arrive à nous montrer ce que Freud appelé la révolution psychique de la matière. Nous sommes des matières, nous avons une ADN, une physiologie, une excitabilité comme tous les animaux vivants, mais nous avons aussi une révolution qui s'est produite avec les êtres humains, qui fait que tous ces mouvements émotifs, d'excitation pour la rage ou pour le plaisir sexuel font une empreinte, donnent une empreinte cérébrale qui se dit. Il y a d'abord, ça se psychise, je le vis psychiquement et je peux le dire mieux que les animaux. Un animal parlant, on appelle ça maintenant le par-l'être.
ou animal parlant. Et Dostoïevski est sur ce traumatisme ou sur ce bénéfice. On peut dire que ce clivage est un piège parce que ça peut nous rendre fous et à force de trop parler, nous détruisons la matière et la terre et nous devenons les seuls animaux qui détruisent leur maison. Donc, il y a quelque chose de néfaste dans notre destin, mais il y a quelque chose de sublime parce que par cette révolution psychique de la matière, nous pouvons transformer nous-mêmes et essayer peut-être d'apaiser les haines et de les transformer en nouvelle créativité. Donc, les outils psychanalytiques, j'essaie de les utiliser pour mieux lire Dostoïevski et le rendre traduisible dans la mentalité contemporaine. Et non pas seulement de voir en lui un excellent peintre de l'ancienne Russie, ce qu'il est aussi. Il est un peintre de l'humanité essentielle. Et on pourra le lire autrement parce qu'il a touché à quelque chose de constitutif de cet animal parlant. On va le lire peut-être dans l'an 3000 ou 10 000 si nous arrivons jusque-là. Parlant, mais quand même qui a des remords. Угрызение совести. Parlant, c'est dans la parole qu'on a cette culpabilité, je suis un être méchant, c'est ça le clivage. Je ne fais pas que pavoiser, mais le fait de le dire me donne un naslаждение. C'est ce mélange, on dit mais c'est de la perversion. Non, c'est pas de la perversion, et quelque chose qui détruit le lien humain. Lui, il enrichit le lien humain parce qu'il nous permet de connaître угрызение совести comme quelque chose de plus, d'une capacité partageable et que les tueurs devraient avoir s'ils voulaient devenir humains. Vous voyez, c'est cette capacité de ne pas binariser le bien et le mal. On est beaucoup maintenant dans les débats en Occident, mais en Russie aussi, contre le binarisme sexuel. On cherche différentes formes auxquelles je n'appartiens pas. Je ne suis pas tellement de ce côté-là, mais ça m'intéresse de le voir comme phénomène. Mais lui, il comprend que ce binarisme est constitutif, mais tout son travail est de faire une polyphonie de ces binarismes qui passent par угрызение, par наслаждение, par сладострастие, par toutes sortes de finesse dans la description et qui est dans la phrase elle-même. Vous savez que quelqu'un, occasion, mais je vais me taire parce que si vous me donnez la parole, je ne m'arrête pas, il finit par transmettre une pulsation de la vérité entre le bien et le mal, qui fait que non seulement on le considère comme un grand écrivain, non seulement on trouve qu'il a une philosophie qui ne correspond à aucune discipline parce qu'il traverse les disciplines, non seulement il était précurseur du dernier Freud, où la pulsion de mort domine et le clivage contre le refoulement domine, mais c'est un musicien parce qu'il a réussi à composer tout cela. Et nous reprenons, quand on le lit, on est agacé, on n'en peut plus, c'est trop compliqué, on n'a rien compris. On se laisse bercer par cette phrase magnifique, longue et qui est assoiffée de vérité. Et notre naslаждение devient cette soif de vérité. Et celui qui a vu ça au mieux, c'est Proust, qui dans un livre qui s'appelle La prisonnière, dit que Dostoïevski, c'est les derniers quatuors de Beethoven. Donc, c'est aussi la musicalité de cette pensée vibrante qui a touché l'un des plus grands écrivains français. Bon, ne me le faites pas parler davantage. Très joli parallèle. On va écouter d'autres questions. Très jolie comparaison. S'il vous plaît, vous avez une question? Oui. Madame Kristeva, un très grand merci en fait de nous ouvrir des portes, des horizons avec chacun de vos livres. Mais surtout ce soir, je vous remercie pour le plaisir de vous entendre parler, comme ça, à quelques mètres. Au début de cette soirée, vous nous avez rappelé comment vous êtes arrivée là comme boursière
Et si je ne me trompe pas de la citation, vous vous considérez de nationalité française, d'origine bulgare, citoyenne européenne, Oui, d'adoption américaine, si je ne me oui, trompe pas. tout à fait. Je voulais vous demander, vous venez d'être élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce nouveau geste de reconnaissance de la part de la France? Et ma deuxième question concerne l'un des sujets que vous avez mentionné à plusieurs reprises comme des sujets au centre de notre société aujourd'hui, l'Europe et l'identité nationale. Et en fait, je vous ai lu à plusieurs reprises parler de cette fédération, de l'Europe en tant que fédération de nations. Et je voulais avoir votre regard sur l'Europe d'aujourd'hui. Où va-t-elle avec ce qui se passe, pas seulement en Europe centrale et orientale, pas seulement. Où va-t-on et comment éviter le risque dont vous parlez souvent de sombrer dans le populisme? Et je vous remercie. Je crois qu'il faut qu'on fasse un colloque pour traiter de ces problèmes. Et si la Maison Russe veut faire ce colloque, je participerai volontiers. On aurait le temps d'en parler. Mais On très accepte, rapidement, certainement, on accepte. Monsieur le directeur est d'accord? Écoutez, par moment, à propos de la première question, je viens en effet d'être élevée selon les paradigmes du rituel républicain à la dignité, on appelle ça d'officier de la Légion d'honneur. Et j'étais très émue, évidemment, parce que il est connu que les étrangers sont peut-être les plus fervents admirateurs du pays qui les accueille. Et je ne pouvais qu'être pleine de reconnaissance vers ce pays d'accueil qui m'a permis de donner ce que je pouvais avoir de plus disponible et de plus personnel. Donc j'étais très émue. Et en même temps, dans tous ces moments de célébration, je reviens à l'histoire du clivage. Je me dis, mais qui est ce personnage qu'il célèbre? Qui est cette Kristeva qui porte, qui est fière, qui parle avec le président? Et je pense à mes parents, je pense à mon travail et je pense à une phrase que je citais, parce que Nastasia Philippovna m'intéresse beaucoup, quand elle dit qu'elle n'est pas de ce monde. Je crois que dans toute création, quelque modeste qu'elle soit, il y a le sentiment qu'au fond de l'être, au fond même de la plus grande lumière dans laquelle on vous met les récompenses, il y a le néant, il y a le passagèreté, il y a la finitude, il y a la mort. Et différents moments de ma vie m'ont fait rencontrer cette dimension. Et je ne les oublie pas dans les moments de fête. Donc, du coup, je me dis, mais cette fête, c'est une autre. Et moi, je suis ailleurs, dans cette passagèreté qui ne se voit pas, mais sans laquelle on ne peut pas avancer. Je me sens comme une survivante. Pas avec le sens morose du terme, quand on dit qu'on est survivant des camps, ils sont pleins de blessures. Ça. Survivant, c'est quelqu'un qui est prêt à rebondir. Mais pour ça, il faut reconnaître et ne jamais oublier les blessures. Voilà, ça, c'est pour ce qui est de la fête à l'Élysée. Et pour ce qui est de l'Europe, on a l'impression que l'Europe est chaos. Le boxeur couché à plat sur le ring est couvert de blessures et de sang. Et tout le monde est je pense, d'accord pour constater sinon la faillite, les failles du contrat européen. Mais je suis persuadée que sans l'Europe, le monde sera chaos. Je joue avec les deux mots, le chaos du boxeur, le chaos, le désordre du monde.
Parce que si nous arrivons à reprendre la tradition de la mémoire européenne, grecque, juive et chrétienne, la richesse des cultures nationales, et faire un fédéralisme qui tient compte de cette particularité, tout en pouvant estimer la différence des uns des autres et essayer de parler d'une voix qui ne cherche pas à dominer, mais à aider les autres nations. C'est de l'Europe que peut sortir une voix qui ne peut venir ni d'Amérique ni de la Chine, peut-être aussi de la Russie. Moi, j'ai toujours le rêve que la politique du président Poutine, qui fait tellement peur, devrait susciter en Europe une plus grande finesse dans l'apport à la Russie, une vigilance par rapport aux droits humains, mais sans punition, mais plutôt en complicité, de faire de la Russie une sœur consubstantielle de l'Europe. Ça sera difficile pour les politiciens et pour les gens qui sont dans l'économie, parce qu'il y a toujours des contradictions et des rivalités. Mais peut-être, sur le plan culturel, on a beaucoup à faire qui sera peut-être davantage possible pour créer l'équivalent de ce que l'Europe est en train de faire et qu'ils appellent maintenant le Global Getaway, le portail global, qui est supposé être des propositions européennes pour freiner un peu la route de la soie de la Chine. Si nous pouvons faire un cultural getaway, un portail culturel avec les cultures nationales et surtout cette culture frontalière qui est la Russie différente, mais sœur, au niveau culturel déjà, au niveau universitaire, au niveau des échanges artistiques, musicaux, et toujours accompagné de paroles et d'interprétations, ce que fait l'Institut Gorky et cette comment peut-on dire, presque j'ai mélité, moi, en écoutant Madame qui parlait tout à l'heure, je pensais qu'elle pouvait être une enseignante dans mon université et moi dans la sienne, pour faire fructifier ces complicités-là. Je pense qu'on aurait empêché des fractures et éventuellement aussi des guerres intestines, des guerres larvées. C'est à cette Europe-là que je pense, et qui passerait par la culture. On a encore des questions. D'abord, j'ai vu votre main, s'il vous plaît. Desislava. Bonsoir, Madame Kristeva. Je suis très émue et fière de vous voir, surtout que vous êtes originaire de ma ville, de Sliven aussi. Ah, vous êtes bulgare? Je suis bulgare de Sliven. On trouve tout à la maison russe. Là, Paris, on est un groupe de bulgares ici. Ah bon? Mais bon, de Sliven, je pense que je suis la seule. Mais bon, passons. En vous écoutant, j'ai perçu peut-être inconsciemment, est-ce que c'est Dostoïevski qui vous a orienté vers la psychanalyse en étant le précurseur de la psychanalyse avant Freud, en le lisant dans votre enfance, peut-être inconsciemment, et est-ce que, après, je me pose la question, est-ce qu'au fond, tout écrivain n'est pas psychologue et psychanalyste? Est-ce que Dostoïevski est juste le psychanalyste de l'âme russe ou de l'homme H majuscule, puisque au fond, c'est universel, ces maladies, ces maux de l'âme, vague à l'âme qui décrit. Et est-ce que les maladies d'autrefois que lui, il a vécu, observé, décrit, est-ce qu'aujourd'hui, on a tout vu? Est-ce que s'il était là aujourd'hui, il aurait découvert autre chose? Est-ce qu'il y a des maladies nouvelles qu'il n'aurait pas perçues à son époque?
Freud a dit que les écrivains nous ont précédés dans cette voie. Donc, dans tous les grands écrivains, et moi je dirais même dans les plus modestes aujourd'hui, il y a une part d'analyste. Moi, je vois même mes patients sur le divan. Ce sont des écrivains qui n'écrivent pas. C'est une manière de... Quand on parle sur le divan, on fait son roman. On essaye de dire ce qu'on ne peut pas dire à son mari, à ses enfants. On va au plus noir du noir et au plus lumineux du lumineux. Donc, il y a une espèce de vase communicant entre ces deux champs. Mais chez Dostoïevski, il y a une insistance telle sur les traumatismes, parce que lui-même était atteint nerveusement et psychologiquement pour être très sensible aux états limites, ce qu'on appelle le borderline maintenant. Il a réussi à parler de ces états-là sans les rendre répulsifs, mais en nous incitant à les découvrir en nous et à les dépasser. Donc, il y a chez lui une capacité qui permet à ce que le pathologique devient thérapeutique. Et c'est là que je diverge, moi, de Freud. Freud disait qu'il ne l'aimait pas, tout en le mettant à côté de Shakespeare, parce qu'il n'avait assez des natures pathologiques. Moi, je ne trouve pas que Dostoïevski est une nature pathologique. Il parle des natures pathologiques, il a peut-être des tendances de fantasmes pathologiques, mais il a une telle capacité de les mettre en mots que ça dépasse ce qui est général à tous les écrivains, et il se distingue d'eux avec la force, avec la violence des symptômes et la force cognitive, langagière, presque médicale, de les mettre en scène. Par exemple, l'idée de mettre le parricide comme thème d'un roman prouve que beaucoup d'écrivains ont pensé au meurtre du père, mais ne l'ont pas posé comme très spécifique de l'humanité, comme composante universelle. Or, il a fait un long roman uniquement sur ce sujet. Et Freud l'a décrit comme une composante universelle qui est dépassée par d'autres structures, etc. Donc, il a quelque chose de plus marqué par son intensité, d'abord du vécu, et par sa capacité de le dessiner en langue et en pensée, que la plupart des écrivains qui le précèdent et qui viennent après lui. Alors, pour ce qui est, c'est à cause de lui que je suis devenue psychanalyste. Et je l'avais oublié en venant en France. Je l'ai laissé un peu dans l'arrière-boutique de mes archives personnelles. Et j'avais pris, quand j'ai parlé de Bakhtin et Dostoïevski, j'ai pris surtout Bakhtin davantage, la technique de Dostoïevski, comment on peut penser Dostoïevski, sa rhétorique, comment sa manière de d'écrire peut être comparée à Rabelais ou à Shakespeare, etc. Je suis devenue plus théoricienne, sémiologue, que lectrice de Dostoïevski. Mais ce qui va dans votre sens, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'en déblayant la bibliothèque de mon père, qui m'avait interdit de lire Dostoïevski, on a découvert au dernier rayon de sa bibliothèque, à la 3e rangée, au fond, inaccessible, les textes de Dostoïevski, à côté de la seule traduction de Freud en bulgare, c'est l'introduction à la psychanalyse. Il avait mis la psychanalyse et Dostoïevski côte à côte. Mais moi, je n'avais lu en Bulgarie ni l'un ni l'autre. Donc, c'est un... Voilà.
Excusez-moi, on évite à parler sans micro parce qu'autrement, les interprètes ne vous attendent pas et ne peuvent pas faire le travail. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer avec un micro. Vous voulez dire quelque chose? C'était la dernière partie de ma question. Est-ce que Dostoïevski a décrit tous les mots de l'âme? Est-ce que s'il était là aujourd'hui, il aurait découvert des choses nouvelles? Ça, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Peut-être, par exemple, aujourd'hui, maintenant, en psychanalyse, qui intéresse beaucoup les gens, la recherche médicale aussi et génétique, c'est ce qu'on appelle l'autisme. Mais c'est un mot tellement large qu'il y a plusieurs versants. Et certains versants de l'autisme même se retrouvent dans certains nihilistes, par exemple. Mais peut-être il nous aurait peut-être même dépassé avec sa finesse de saisir les nouvelles pathologies. Par exemple, beaucoup d'internautes sont autistes, sont pris dans des mots, des éléments de langage, dans des répétitions, etc., qui ne décrivent pas leur fort intérieur, mais se font fondre dans une masse qui est ce qu'on a traduit comme nous tous, nous toussisme, une espèce de banalisation d'éléments de langage, de clichés, qui tue en fait l'expérience intérieure. Bon. Bonsoir, je voudrais aussi partager la joie d'être ici présent. C'est un grand honneur parmi nos compatriotes bulgares. J'ai plein de questions, mais je vais poser une seule sur Dostoïevski. Lequel des romans de Dostoïevski vous paraît le plus d'actualité à nos jours, surtout quand, si je peux me permettre l'expression, les idiots sont partout? Voilà, merci. C'est très difficile à dire ce qu'elle est le plus contemporain, parce que dans chacun, il y a des choses qui sont liées à la modernité. Par exemple, l'adolescent avec le rôle central du malaise des adolescents. Moi, je travaille maintenant à l'hôpital de la cité des adolescents, qui s'appelle la Maison des adolescents, qui est une branche de l'hôpital Cochin, c'est la maison verte que vous voyez à Port-Royal. Et nous avons des jeunes qui arrivent avec des différentes pathologies, y compris l'anorexie, la psychose, des éléments qui peuvent considérer le méchant homme du sous-sol, des états limites, etc., mais aussi des gens qui veulent faire le djihad, qui sont devenus des djihadistes et qu'on essaye, que les parents, les enseignants arrivent à convaincre de venir nous voir. Donc, beaucoup de choses de l'adolescent s'adaptent, peuvent être vues. Il est partagé entre le désir de gagner, d'être Rothschild, et les deux spiritualités de son père Macquarie, qui est un errant religieux, et Versilov, qui est un moderniste, europhile, homme de lumière, etc. Toutes ces choses-là sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Nos étudiants sont divisés entre le gagne-pain, les religions et l'argent. Bon. Mais moi, ce que je pense que le plus réussi comme roman, c'est les démons. Et peut-être le plus complexe, c'est les frères Karamazov. Il y a encore des questions? En tout cas, je vois que monsieur réagit là, mais qui nous a parlé tout à l'heure de sous-sol. Les carnets de sous-sol, c'est vraiment un moment de départ de nouveau Dostoïevski.
Et c'est radical dans la façon de voir l'humanité, d'écrire, ça. Les deux carnets qu'il n'appelle pas romans, mais qu'il appelle carnets, carnet du sous-sol et carnet de la maison morte, sont des reportages du vécu brut. Et il a essayé de garder ce brut pour les romans qu'il écrira par la suite. Il pense en roman, c'est un penseur. Penser en roman, c'est ce qu'il lègue aujourd'hui. Et c'est pour ça que Joyce, par exemple, dit qu'il est le précurseur du roman contemporain. Il pense en roman. Si vous lisez, par exemple, Chestov ou Berdyaev, il trouve qu'il est confus en tant que philosophe. Peut-être, mais sa philosophie se dit en roman. Il pense en roman. Et je pense que penser en philosophe aujourd'hui est un peu archaïque. C'est trop lié à un certain genre philosophique, pontifiant, pédagogique, académique. Essayer de penser à une image, en fantasme, en sensualité, en théâtre, c'est ça la pensée qui nous manque. Et c'est ça qu'on demande aux hommes politiques. Quand quelqu'un a une bonne idée mais n'arrive pas à l'incarner, on lui dit tu n'incarnes pas, dégage. Donc on cherche même dans la pensée politique qu'elle puisse être un verbe incarné. Et lui, il a réussi à faire ça avec le roman, y compris en touchant aux états limites de l'humanité. Et ces états limites sont nombreux. Quand on nous parle maintenant de la mortalité, l'esprit des Lumières a fait de l'homme un conquérant qui va transformer le monde. Maintenant, on comprend qu'il peut aussi détruire le monde. Mais ce qu'on a découvert avec le Covid, ce n'est pas seulement que nous sommes mortels, et ça nous conduit à penser à la mortalité. Une rabbine française à Horviller, Delphine Horviller, a écrit un livre sur le fait qu'on a découvert la mort au moment du Covid. On a découvert aussi la dépression, les maladies des jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas où ils vont, qui sont dans des états limites, suicidaires, etc. La recrudescence de la décomposition des identités est flagrante. Et ces personnages, ils ont tout ça et ils les sauvent par leur dialogue, par la parole, par la cure, par la parole entre eux et par la parole qu'ils leur donnent et qui nous fait plaisir à lire et qui nous reconstitue à notre tour. Peut-être des gens de... Oui, il y a des réactions, Russie, si vous voulez, je peux les citer après. Donc, je crois la dernière question, parce que c'est le temps de terminer notre très belle réunion. Oui, bonsoir, Madame Kristeva. Je m'appelle Yana Yanakeva. Je voulais juste vous remercier tout d'abord de votre discours, de votre présentation et de votre vision sur Dostoïevski. Et juste de partager ma sensation et ma pensée de tout ce que vous avez dit, tout ce qui m'a profondément touché, que nous sommes porteurs de cette croix qui donne vers cette partie basse de la croix, de ce vertical qui va vers le bas, et l'autre partie qui va vers le haut. Et en fait, ce dynamisme chez Dostoïevski qui est très intensif, l'obscurité profonde de l'âme, et en fait, cette lumière qui va vers le haut dans cette transcendance que vous avez dit. Et vraiment, c'est votre discours sur le sujet aussi relation femme, homme, masculin, féminin. C'est comme les deux autres, comme le horizontal de cette croix, qui souvent sont en disbalance. Et je pense que les sensations que j'ai eues, c'était que l'âme se situe justement à ce centre de ce croisement de vertical et de horizontal qui doit être équilibré. Et que vraiment, c'est un nous allant vers le vertical et vers le équilibre permanent de le trouver chez nous.
Et c'est Dostoïevski qui le fait grâce à sa hypersensibilité et en fait cette intensité de son être. Et étant donné que je suis bulgare aussi, j'ai voulu proposer aussi la traduction de cette partie qu'on a cherchée, justement. Oui. Je suis philologue de base et j'ai étudié vos livres à l'Université de Sofia dans le cours du professeur Nicolas Georgiev dans la théorie de la littérature. Et en fait, je pensais que la traduction en bulgare pourrait être езиковата обсебеност на секса, en disant que nous avons appris qu'en fait, le acte verbal, c'est vraiment, la verbalisation est égale à l'acte même. Donc, vraiment, c'est parler, c'est acté. Et voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre discours aussi dans ce sens-là, que vous avez tellement réagi sur mon être et sur mon âme. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, si vous me permettez, il y a trois messages que je voudrais juste à titre de conclusion vous citer, parce qu'à mes yeux, ils donc reflètent bien ce que nous avons entendu et de quoi nous avons parlé ce soir. Donc, Galina Ovchinnikova de Moscou, professeur de français, donc connaisseur et admirateur de Dostoïevski, écrit « Nous sommes passionnés de vos recherches linguistiques sur la polyphonie de Bakhtin surtout, et ce nouveau livre sur Dostoïevski nous ouvre une grande envie de redécouvrir la polyphonie de ce grand écrivain. Merci de vous écouter à distance. On espère en présentiel un jour. Puis en russe, спасибо большое организаторам таких ярких встреч в Русском доме в Париже. Merci beaucoup aux organisateurs des réunions si brillantes comme celle-ci à la Maison Russe de Paris. Bravissimo, Julia. Elle écrit. Et après, il y a un autre correspondant qui écrit « Спасибо за эту интересную встречу». Merci pour cette réunion très intéressante, fort intéressante avec Julia Kristeva. Donc, le rapprochement de culture, c'est exactement cette mission qu'accomplit la Maison Russe à Paris. Ici, il ne me reste que s'associer à cette belle idée. Et surtout, vous voyez, aujourd'hui, nous avons vraiment un exemple d'un vrai dialogue culturel quand les Bulgares, les Russes, les Français, les Moscovites, donc d'autres participants, donc parlent autour du patrimoine de Dostoïevski, donc si vous voulez, à travers le prisme du jour d'aujourd'hui. Et donc, nous sommes fiers que c'est nous qui avons pu présenter notre scène pour cette conversation, pour cet échange. Ludmila Kastler, merci énormément d'avoir organisé cette rencontre exceptionnelle. Merci, Catherine Delopère, merci beaucoup, oui, de cette rencontre. Et Mercedes, excellent, merci. Donc, merci à vous d'avoir participé, d'avoir trouvé la possibilité d'être avec nous. Nous avons travaillé plus de 2 heures et vraiment, c'est le temps de vous dire merci. Ce n'est pas le secret que nous avons fait une série d'événements qui portent sur Dostoïevski, sur son bicentenaire, et je crois que notre entretien d'aujourd'hui, de ce soir, il va couronner cette série parce que nous avons réussi à faire venir des vrais experts, des vrais spécialistes qui connaissent absolument bien les ouvrages et donc le patrimoine de Dostoïevski. Et moi, je vais continuer si vous voulez, donc, discours de conclusion, mais en profitant de votre présence et avec toute notre gratitude, je voudrais vous remettre peut-être un petit bouquet avec un grand remerciement. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Mais ça fait la générosité russe et la beauté sensuelle de notre relation. Exactement. C'est nous qui vous remercions. Je veux remercier également, certainement, c'est une grande chance d'avoir sur notre scène un savant de cette ampleur, de ce renom comme vous. J'espère bien que c'est le premier, mais pas le dernier moment qui nous réunit. Donc, nous allons d'autres occasions de vous revoir sur notre scène, donc pour participer à d'autres soirées. J'aimerais aussi adresser un grand remerciement à Elena Dmitrievna Galtsova et à l'Institut de la littérature mondiale. Et je vous prie de dire bonjour et notre gratitude à M. Polonsky. C'était lui qui était à l'origine de cette idée, de ce projet-là, avec Anna Zvereva, qui aussi a fait beaucoup de choses pour la réaliser.
Pour ne pas oublier nos interprètes qui sont un peu donc, éloignés, vous ne les voyez pas, mais leur travail est toujours très important. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons été suivis par un assez grand nombre de gens qui étaient avec nous donc, de l'autre côté de l'écran. Donc, c'est pour eux, c'est très important, ce qu'ils ont pu comprendre exactement ce qui a été prononcé de votre part. Et voilà, donc maintenant, il est vraiment, j'ai aucun envie de terminer, de boucler cette soirée, mais quand même, on est obligé de le faire. Mais pour prolonger ce plaisir, on peut aller dans la salle à côté pour participer à une petite séance de dédicace des livres. Oui. Donc, nous vous remercions et j'invite tous donc, à notre centre, à notre maison, et au plaisir de vous revoir. Merci.